Allô, aujourd'hui, chapitre 5, les circuits à diodes. Qu'est-ce qui arrive quand on met des diodes dans des circuits, principalement des circuits en courant alternatif? Comme on le sait, la plupart des appareils électroniques ont besoin d'une tension continue, un peu comme une pile. Mais, donc un ordinateur, vous voulez recharger votre téléphone, etc., tout ça, ça a besoin d'une tension continue. Hydro-Québec ne nous fournit pas de la tension continue, il nous fournit un courant alternatif. Donc, comment on fait pour transformer le courant alternatif en courant continu pour pouvoir alimenter certains appareils? Alors, pour faire ça, on a besoin d'un bloc d'alimentation qui va être constitué de deux éléments très importants qu'on va regarder aujourd'hui comment on les fait, comment on crée ce genre de signaux-là. Donc, on va comporter un redresseur, qui est un circuit qui va permettre de redresser le courant de façon à ce qu'il soit dans une seule direction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un signal alternatif, j'ai le courant qui voyage d'un côté puis ensuite de l'autre, puis qui fait des allers-retours, c'est ça le principe. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux que le courant est toujours du même côté. Dans ma fonction sinus, au lieu d'avoir un sinus, je veux avoir juste la portion positive ou juste la portion négative. Ça ne change rien, je veux juste qu'il soit d'un seul côté. Le filtre, c'est un circuit qui va effectuer un traitement. Donc ça, c'est un mot général, un filtre, mais évidemment, là, ce qu'on veut, c'est filtrer de façon à ne conserver qu'une seule grandeur, donc une tension constante. Évidemment, on va regarder les principes généraux qui mènent jusqu'à créer un bloc d'alimentation. Alors, on va commencer par l'idée d'un redresseur simple alternance. Ici, ce que vous avez, c'est un transformateur. Donc, j'ai un signal qui est alternatif ici, qui est transformé en un autre signal alternatif. On va voir un petit peu plus loin là, les transformateurs, comment ça fonctionne exactement, plus précisément en fait, mais disons simplement ici que ça nous permettrait d'avoir une tension qui pourrait être différente si j'avais des bobines qui sont constituées d'un nombre différent de tours de fil. Donc, l'idée, c'est qu'ici, j'ai un signal alternatif que je fais passer dans une diode. Et ici, j'ai ma résistance de charge, l'endroit sur lequel je veux voir comment va se comporter le courant ou la tension. Donc, qu'est-ce qui arrive ici si je le fais en première approximation, en supposant une diode parfaite qui n'aurait pas de chute de tension, qui n'aurait pas de courant inverse en claquage. Donc là, j'ai mon courant qui s'en va par là, qui va passer dans la résistance. C'est une fonction alternative. Donc, quand mon courant d'entrée, donc la ligne verte ici, c'est l'entrée. Donc, quand l'entrée est positive, bien, mon signal se rend jusqu'à ma résistance de charge. Puis quand l'entrée est négative, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, le courant, il va de l'autre côté. Et il ne peut pas passer dans la diode, puisque la diode ici est branchée à l'envers, quand le courant se déplace dans le sens anti-horaire. Et donc, le signal est juste carrément bloqué. Donc, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de tension sur la résistance de charge. Donc, à la sortie, sur la résistance de charge, qu'est-ce que j'observe? Mais j'observe une tension qui est identique à celle à l'entrée. L'entrée, c'est ici. Une tension qui est identique à celle à l'entrée quand ça va d'un côté, mais qui est nulle quand le courant va de l'autre côté. Fait que j'ai un redresseur simple alternance, ce qui signifie que je ne conserve que la portion qui est déjà positive du signal. Donc, ça ne change pas l'amplitude du signal. Donc, mon V-in, comme ça qu'on va l'appeler, là, in c'est l'entrée, puis out c'est la sortie. Donc, mon V-in puis mon V-out ont la même amplitude et ils ont la même fréquence, c'est-à-dire qu'on arrive au maximum exactement aussi souvent. Donc, j'arrivais à mon maximum positif ici, à l'entrée et ici, puis à la sortie aussi. Donc, c'est la même fréquence, c'est la même amplitude, mais j'ai bloqué la portion inverse de mon signal, la portion négative. Mathématiquement, on va s'intéresser souvent à la valeur moyenne de ce signal-là. Comment je fais une moyenne sur une fonction sinus? Bien, techniquement, si vous faites une moyenne sur une fonction sinus, ça va juste donner 0. Mais ici, ce n'est pas ce qui va se passer puisque je n'ai conservé que la portion positive de mon sinus. Ce que je vais observer en faisant une moyenne, c'est que je vais le faire sur un aller-retour complet, donc de 0 à 2π radians là, sur un sinus, un signal complet.
Alors, qu'est-ce que je fais pour faire une moyenne? Bien, je vais trouver l'intégrale sur mon équation, sur ma tension, et je vais diviser par le nombre de données, qui est en fait le 2π, là, la longueur du signal. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Bien, je vais dire ma tension, c'est un sinus. Donc, c'est avec une amplitude qui est égale à l'amplitude à l'entrée. Donc, Vin fois sinus de taux. Taux qui est oméga fois t, là, qui est la fréquence angulaire, comme on l'avait vu là, au chapitre 2. Donc, ma fréquence angulaire, puis t qui est mon axe du temps, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Mais il va se passer que j'ai un sinus dans ma fonction à la sortie, mais seulement entre 0 et π. Donc, ça, c'est la bosse qu'on avait au début. Entre π et 2π, c'est la portion du signal qui était bloquée. Et donc, j'ai comme fonction 0 pendant cette portion-là. Donc, il ne se passe rien du tout pendant cette partie-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais intégrer de 0 à π mon sinus qui est ici. Alors, bon, évidemment, si cette partie-là fait 0, il va nous rester l'intégrale de sin qui donne moins cos. Et ça, c'est intégré de 0 à π. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, je peux prendre le moins V0 in puis le mettre en évidence en avant. Et cosinus de π, ça fait moins 1. Cosinus de 0, ça fait 1. Fait que je me retrouve avec moins 1, moins 1. Et bien ça fait moins 2. Les deux moins vont s'annuler. Et je vais obtenir comme résultat que mon Vout, moyen, hein, la petite barre sur le dessus ici, là, ça signifie la moyenne. Donc la moyenne du signal ici va me donner, donc le moins 2 qui est ici, puis le moins 2 qui est au dénominateur ici vont s'annuler. Il me reste V0 in, donc l'amplitude du signal à l'entrée divisé par π. Et donc en moyenne, le signal qui va être reçu sur ma résistance de charge va être d'environ 0,318 fois la tension maximale à l'entrée. En deuxième approximation, si on voulait tenir compte un peu plus du fait qu'on a mis une diode dans ce système-là, dans ce circuit-là, bien, on devrait tenir compte de la chute de tension de 0,7 volts. Ça veut dire qu'en réalité, le signal il serait bloqué complètement tant que la valeur serait inférieure à 0,7 volts. Quand j'ai mon sinus, toute la portion de l'entrée qui est inférieure à 0,7, donc tout ce qui est entre 0 et 0,7, ça me donnerait à la sortie une valeur nulle. Puis ensuite, ben, je retrouverai la portion, la portion de l'amplitude, la bosse, mais diminuée de 0,7 volts. Donc en fait, la valeur maximale à la sortie, l'amplitude à la sortie, serait égale à l'amplitude à l'entrée moins le 0,7 volts qui est perdu dans la diode. Bon, on va faire des approximations ici, juste pour comprendre le concept. Donc, on va continuer avec la première approximation la plupart du temps. Mais c'est sûr que quand vous allez faire ça au laboratoire, vous allez probablement observer cette petite variation-là qui est due, bien sûr, à la chute de tension dans la diode qui existe, bien sûr. Même si on veut faire des approximations, dans la réalité, ces chutes-là, elles sont là pareil. OK, regardons maintenant un circuit légèrement différent. On va l'appeler le redresseur double alternance. Le redresseur double alternance, c'est un circuit dans lequel on va avoir deux diodes, comme ça ici. Ma résistance de charge, elle est branchée ici, et j'ai branché le centre de mon transformateur et l'autre côté de ma résistance de charge à une mise à la terre. Donc ça, c'est mon point 0. Ici, le signal qui est créé dans cette portion-là va avoir la moitié de l'amplitude parce que je vais utiliser uniquement la moitié du nombre de spires de la portion droite là, du transformateur. Et donc, ça va diminuer la tension de moitié. On va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qui fait vraiment ça. Mais pour l'instant, on va le prendre comme ça. Donc, ça veut dire que la tension à la sortie va être la moitié de la tension à l'entrée. On va perdre en hauteur. De moitié, tout simplement. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand le signal s'en va comme ça, il va passer, il va vouloir se séparer dans ce point-là. Ça, c'est un nœud. Il va vouloir passer dans la sortie qui est ici. Et il va vouloir aller dans la portion qui est en bas. Et ici, il ne peut pas passer parce qu'il y a une diode branchée à l'envers. Ce qui veut dire que toute la portion du signal qui passe par ici va nécessairement aller rejoindre la mise à la terre qui est là. Et toute la portion, et quand le signal va de l'autre côté, j'ai mon signal qui va passer comme ça, qui ne peut pas revenir dans la branche du haut parce que la diode est branchée à l'envers dans ce sens-là, et donc il va passer ici. Qu'est-ce qui va se passer?
il va se passer que j'ai du signal dans les deux directions. Dans les deux cas, j'ai un signal qui va passer dans ma résistance de charge, mais qui va avoir la moitié de l'amplitude de ce qu'on avait à l'entrée. Fait que j'ai la moitié de l'amplitude ici, dans un sens, puis ensuite, dans l'autre sens, j'ai la moitié de l'amplitude. Remarquez que dans le cas de la résistance de charge, le courant va dans le même sens les deux fois. Donc, même si ma source ici envoie le signal vers le haut, comme ça ici, donc imaginons mon courant qui s'en va par là, il va passer vers la gauche, dans la résistance de charge, alors que si le signal créé par le transformateur va en fait de l'autre côté, donc dans la partie du bas, il va quand même se déplacer vers la gauche dans la sortie. Donc, au total, ce que j'observe sur ma résistance de charge, c'est ceci. C'est un signal qui est un sinus, qui a la moitié de l'amplitude qu'on avait au début, mais qui va avoir une portion du signal à chaque moment. Donc, il n'y a plus de bouts que ça donne 0. Il n'y a plus de parties qui sont nulles. Donc, on va avoir un signal qui va avoir la moitié de l'amplitude, mais qui va avoir 2 fois la fréquence. Parce que maintenant, ici, j'atteignais le maximum ici et ici, alors qu'à la sortie, je l'obtiens 2 fois plus souvent. Donc, ma fréquence est doublée. Alors, si je veux faire une moyenne, dans ce cas-ci, sur le redresseur double alternance, donc toujours avec le même concept, l'idée que la fonction varie en fonction de oméga fois t, donc la valeur de la tension, et qu'oméga fois t, évidemment, on l'a appelé taux ici pour lui donner un nom, pour que ce soit un petit peu moins lourd à traîner partout. Qu'est-ce que je vais retenir? Je fais comme tantôt, je fais mon intégrale sur un aller-retour de mon signal d'entrée ou un aller-retour de mon signal de sortie qui est en fait 2 bosses. Et qu'est-ce que c'est ça ici? Ben, je fais mon intégrale sur cette portion-là que je divise par le nombre de données, dans ce cas-ci l'intervalle qui est 2π. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure pour la partie de 0 à π, parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire c'est ma fonction sinus, à la différence près que mon amplitude est la moitié de ce qu'on avait à l'entrée, à cause de ce qu'on a vu précédemment. Donc, j'ai mon amplitude, V0 in sur 2, donc ça c'est l'amplitude du signal de sortie, qui est une fonction sinusoïdale. Ça c'est de 0 à π. Ensuite, de π à 2π, ça a l'air de la même chose, mais en fait, c'est une fonction moins sin. Parce que si à l'entrée, j'ai une fonction sin, mais la portion de π à 2π, elle va vers le bas. Mais là, cette fois-ci, ce que j'observe entre π et 2π, c'est encore une bosse vers le haut. C'est comme si j'avais un signal qui est un moins sin, donc qui partirait vers le bas, puis qu'ensuite il irait vers le haut. Et entre π et 2π, j'aurais la bosse qui est effectivement vers le haut, ce qui est représenté par une fonction moins sinus. C'est pour ça que je les sépare, parce que c'est pas un sinus tout le long, parce que sinon j'aurais des plus puis des moins. J'ai des plus partout, et toutes mes bosses sont vers le haut, mais cette fois-ci, je vais le représenter à l'aide d'un sinus de 0 à π et d'un moins sin de π à 2π. Puis là, je fais le même calcul que tantôt, c'est-à-dire que je vais intégrer mon intégrale de sinus qui me donne mon moins cos. On voit que j'ai sorti le V0 in sur 2 en avant, dans les deux cas, ici et là. Et là, l'intégrale de sin qui me donne le moins cos et l'intégrale de moins sin qui me donne cos ici, que j'intègre de 0 à π et de π à 2π. Qu'est-ce que je vais observer? Bon, cos de π moins cos de π moins cos de 0, puis etc. Donc, on va remplacer. Et tout ça, toute cette parenthèse-là ici, va me donner 4. Vous pouvez le vérifier, là, sérieux, essayez-le, c'est pas très long. Donc, vérifier, ça donne 4. Que je multiplie par ce que j'avais sorti en avant, mon V0 in sur 4π. Qu'est-ce qui va arriver? Bien évidemment, les 4 vont juste s'annuler. Et je vais trouver qu'on va avoir exactement la même moyenne qu'avec le redresseur simple alternance. Donc, j'ai des bosses tout le temps. Il n'y a pas de bout qui donne 0, mais j'ai deux fois moins d'amplitude. En moyenne, ça me donne la même valeur, c'est-à-dire V0 in sur π, ou à peu près 0,318 fois la tension maximale à l'entrée. Comme tantôt, comme on le disait, normalement, il faudrait tenir compte de la chute de tension sur la diode. Donc, qu'on aille dans un sens ou dans l'autre, on passe toujours par une diode, et donc je vais avoir une chute de tension de 0,7 volts. Ce qui veut dire qu'en réalité, mon amplitude à la sortie, non seulement est la moitié de l'amplitude à l'entrée, mais soustraite de 0,7. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va observer au laboratoire,
que ça ne donne pas exactement ce qu'on aimerait que ça donne, mais c'est normal. Ensuite, plus intéressant, le redresseur en pont. Le redresseur en pont, il est fait comme ça ici. Alors ça, c'est plus difficile à voir, mais ma résistance de charge est là. On va faire celui-là aussi au laboratoire. C'est assez facile à assembler, en fait. Donc, on va faire celui-là au laboratoire. Et ce qu'on va observer dans ce cas-ci, c'est la résistance de charge sur cette résistance-ci, pardon. Donc, j'ai mon signal à l'entrée, qui est un sinus. C'est le même sinus qu'on a depuis tantôt. Et à la sortie, qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer qu'on a la même fonction qu'ici, mais toutes les bouts négatifs deviennent positifs. Donc, ma sortie, on va observer ceci. Donc, des bosses identiques à l'entrée, mais toutes positives. On a la même amplitude. Donc, mon VN et mon Vout, ils ont la même hauteur. On a 2 fois la fréquence, parce qu'évidemment, dans l'entrée, j'ai le maximum à toutes les périodes, alors qu'à la sortie, parce que j'ai des bosses tout le temps, ben, j'ai le maximum 2 fois par période. Et donc, j'ai 2 fois la fréquence. La valeur moyenne, on pourrait refaire le même calcul. En fait, c'est exactement le calcul qu'on a fait avec le double alternance, mais sans diviser par 2, parce que l'amplitude n'est pas divisée par 2. Et donc, ça va faire le double. Donc, je peux refaire le calcul, mais ce serait vraiment plate pour vous. Là. Allez le refaire, vous, si ça vous tente, en enlevant la divisée par 2. Puis vous allez voir, ah ben, ça va être 2 fois plus grand. Donc, ça va nous donner ici une amplitude qui va être 2 fois plus grande que tantôt, donc 0,626 fois l'amplitude à l'entrée. Évidemment, si on voulait tenir compte de l'effet des diodes, le signal passe réellement par 2 diodes à chaque fois, ce qui veut dire qu'on aurait une chute de tension de 1,4 volts. Puis quand on n'utilise pas des super hautes tensions, ça commence à paraître pas mal qu'il y a cette petite différence-là. Mais si on utilise un signal suffisamment grand, avec plusieurs volts, ben le 1,4 volts, il peut être à peu près négligeable. Le filtrage, c'est quoi? Bien, le filtrage, c'est ce qu'on va appliquer à la sortie de notre redresseur. Donc, notre redresseur, c'est ce qui a redressé le signal, qui l'a rendu tout positif dans nos calculs, dans nos exemples en tout cas. Et on va l'utiliser pour en faire un courant continu. Maintenant que j'ai un courant qui est toujours positif, je vais utiliser le filtre pour qu'il soit plus constant. Parce que là, ce qu'on a vu, c'est que le redresseur en pont, ça fait ça. C'est pas un courant continu. Mais en utilisant, par exemple, un filtre à l'aide d'un condensateur, on peut faire en sorte que le condensateur va se charger. Puis quand le signal change de sens, bien, au lieu que la tension chute très rapidement, bien, il va commencer par y avoir une décharge du condensateur. Puis ensuite, si le signal change encore de sens, bien là, le condensateur se recharge, ce qui fait que la tension elle diminue, mais beaucoup moins vite. Donc, on va observer, puis ça aussi on va le faire au lab, on va observer que ça va nous donner plutôt quelque chose comme ça. En fait, la décharge puis la recharge du condensateur dépend évidemment de la constante de temps. Vous aviez vu ça dans le cours d'électricité, la constante de temps, c'est R fois C. Donc, si j'ai un condensateur suffisamment grand, il n'y aura pas le temps de se décharger pendant que le signal va d'un côté, puis il n'y aura pas le temps de se décharger non plus quand le signal change de sens. Il va juste avoir le temps de se décharger un petit peu d'un bord, puis il se recharge de l'autre côté, puis il commence à se redécharger de l'autre côté, puis whoop, le signal change déjà de côté. Puis ce que ça fait, c'est que le signal, si je branche mon condensateur en parallèle avec ma résistance de charge, c'est que la tension sur mon condensateur et sur ma résistance de charge sont en parallèle, va être beaucoup plus proche d'être constante, parce que le condensateur va maintenir la tension à une certaine valeur. Puis on va observer quelque chose qui va un peu avoir cette allure-là. Si j'ai un condensateur vraiment grand, je peux m'approcher de plus en plus d'avoir une ligne, une tension constante. Donc, tel que promis, une petite section sur les transformateurs. En fait, les transformateurs que j'utilise depuis le début de la section, je suppose que le nombre de spires à l'entrée de chaque côté de mon transformateur est identique. Ce qui fait que je vais avoir la même amplitude de mon signal de chaque côté. Réellement, la façon dont les transformateurs sont faits, ils sont faits pour avoir justement un nombre de spires différents et modifier la tension en conséquence. Donc, le nombre de spires au primaire et au secondaire va
faire varier la tension au secondaire en fonction de la tension au primaire. Donc V2, ça va être égal à N2 sur N1, où N c'est le nombre de spires, c'est le nombre de tours de fil, donc c'est des bobines, et multiplié donc par la tension à l'entrée, la tension au primaire. Bon, dans un transformateur réel, c'est à peu près ça. C'est pas exactement parfait, mais ça nous donne un ordre de grandeur. Donc, un transformateur, on va le représenter de cette façon-là. Puis souvent, ces chiffres-là ici vont représenter le rapport entre le nombre de spires de chaque côté. Donc ici, ça voudrait dire que j'ai 4 fois plus de spires au primaire qu'au secondaire. Donc un rapport 4 pour 1, ce qui veut dire que la tension va être 4 fois plus grande à gauche qu'à droite. Donc, la valeur qui est donnée ici, de 120 volts, c'est la valeur efficace. Ce n'est pas la valeur maximale, ce n'est pas l'amplitude et il ne faut pas se tromper. Tous les transformateurs sont représentés de cette façon-là. Donc, avec un rapport du nombre de spires au primaire et au secondaire et une tension efficace. Donc, la tension efficace, je peux déterminer c'est quoi la valeur max, je peux déterminer c'est quoi l'amplitude avec la relation qui est donnée ici. Donc, je vous en avais déjà parlé précédemment. La valeur efficace, c'est Vmax sur racine carrée de 2. En fait, cette valeur-là vient du fait que la tension efficace, c'est un petit peu comme faire une moyenne, mais une moyenne sur un sinus, ça n'a aucun sens. On en a déjà parlé tantôt. Là. Une moyenne sur un sinus, ça donne 0. Fait que ce qu'on fait dans ce temps-là, puis là, je ne ferai pas la démonstration pour cela, mais ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on prend la fonction sinus, on la met au carré, puis là, tout devient positif, parce que quand on met au carré, tout devient positif. Puis ensuite, on fait la racine carrée, ce qui nous redonne une valeur qui est positive, et on va faire une moyenne sur cette fonction-là. En gros, là, vous pouvez utiliser directement cette valeur-là, c'est-à-dire Vmax sur racine carrée de 2. Pour retrouver la tension efficace. Ou, dans ce cas-ci, étant donné qu'on vous donne la tension efficace, vous pouvez retrouver Vmax. Fait que dans l'exemple ici, 120 fois racine carrée de 2, 169,7 volts. Ça, c'est le signal fourni par Hydro-Québec. Hydro-Québec, il nous donne du 120 volts. Et ça, c'est la tension efficace. En réalité, le maximum, c'est 169,7. Ce qui veut dire que j'ai un signal qui varie entre 169,7 et moins 169,7 et qui fait des allers-retours puisqu'il s'agit d'un signal alternatif. À la sortie, comme je vais avoir 4 fois moins de spires, je vais avoir une tension efficace 4 fois plus petite, ce qui veut dire que je vais avoir une tension efficace à la sortie de 30 volts. Et de la même façon, je vais avoir une amplitude 4 fois plus petite. Donc, je pourrais prendre cette valeur-là et la diviser par 4 pour déterminer la tension max au secondaire. Donc, dans la portion sur laquelle on va éventuellement brancher des diodes et des résistances de charge. Voilà. Donc, on va faire ça au laboratoire très bientôt. Pour l'instant, bonne journée.